Les informations proviennent du journaliste Max Blumenthal, qui suggère qu'il pourrait y avoir bien plus dans l'affaire Charlie Kirk qu'il n'y paraît. Une personne a été placée en garde à vue, Tyler Robinson, âgé de 22 ans. Mais sur les réseaux sociaux, tout le monde se pose de grandes questions à ce sujet. D'autant plus que Max Blumenthal et sa femme, Anya Parampil, ont révélé que Charlie Kirk avait refusé une offre de financement de la part de Netanyahou dans les semaines précédant son assassinat, qu'il craignait les forces pro-israéliennes et qu'une source très proche de lui affirmait qu'il subissait d'intenses pressions privées, surtout après un événement de Turning Point USA où il avait invité un critique d'Israël, l'humoriste Dave Smith, à débattre avec un défenseur d'Israël. Selon cette source, Netanyahou aurait tenté de le réduire au silence alors qu'il commençait à remettre publiquement en question l'influence écrasante d'Israël à Washington. Y a-t-il un fondement historique à cela? Quelle est votre analyse? Pour cette affaire Charlie Kirk, Danny, je pense qu'il est important de distinguer deux choses. L'une d'elles est l'aspect médico-légal, c'est-à-dire la fusillade elle-même. Beaucoup de gens parlent d'un assassinat. Charlie Kirk n'occupait aucune fonction publique, donc, vous savez, c'est un meurtre, c'est un homicide, c'est une fusillade. Je n'appellerais pas cela un assassinat. Mais il y a l'aspect médico-légal, et c'est très confus. Franchement, c'est un vrai désordre. Des suspects ont été présentés. La zone a été inondée d'un chaos informationnel à cause d'une couverture médiatique très médiocre et trop spéculative. Les récits politiques, disons polarisants, ont vraiment politisé cet incident. Et Charlie Kirk n'était pas étranger à la controverse, à la division et à la polarisation. Et le pays en général se trouve actuellement dans cet état en Amérique. Donc, c'est un point à noter. Et ils ont effectivement un suspect en garde à vue. Mais à ce jour, beaucoup d'informations manquent. Il n'y a pas encore de preuves visibles qui relient le suspect en garde à vue au tireur ou à l'acte de tirer, pour ainsi dire. Il y a aussi la correspondance balistique entre l'arme et la balle qui aurait tué Charlie Kirk. Cela n'a pas non plus été rendu public. Donc, tant que certains de ces faits ne sont pas confirmés ou infirmés, je crois que le suspect plaide non coupable. C'est l'indication initiale dont nous disposons. Nous n'allons donc pas obtenir beaucoup de réponses de ce côté-là. Mais dans ce cadre, celui de l'enquête médico-légale et de la fusillade elle-même, pour moi, la question importante en ce moment est la suivante. S'agissait-il d'un contrat professionnel? Était-ce un assassinat commandité? Ou bien était-ce simplement un individu déséquilibré, comme les médias et la presse de droite essaient de le présenter? Un idéologue progressiste, d'extrême gauche, pro-trans, etc., etc. J'ai tendance à ignorer tout ce bruit parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui circule dans ce sens, y compris sur ce qui aurait été inscrit sur les balles, sur les douilles, et ainsi de suite. Beaucoup de ces éléments, certains ont d'ailleurs été démentis par la suite. Une partie de l'information circule encore. Encore une fois, il est trop tôt pour se prononcer. Mais s'agit-il d'un assassinat professionnel? Parce que si c'est le cas, cela change complètement la façon d'aborder la situation. Cela devient alors un jeu politique à enjeu élevé, voire même un jeu géopolitique à enjeu élevé. Donc, la question importante est la suivante. S'agissait-il d'un assassinat professionnel? Et pour moi, tout porte à croire que c'en est un. Alors, qu'est-ce ce genre de parole? Eh bien, on peut adjouer la liste, et ça va être athétique. Quel acteur étatique, actuellement présent dans le système international, a commis le plus d'assassinats politiques au cours, disons, des 5, 10 ou 20 dernières années? Il n'y a que 2 pays qui pourraient entrer dans cette catégorie. L'un est absolument prouvable, c'est l'État d'Israël. Le second, ce sont les États-Unis, d'accord? Et il y a quelques autres États que l'on pourrait inclure dans cette catégorie.
Mais Israël est assez ouvert concernant ces assassinats politiques, surtout ces dernières années. C'est donc un élément à prendre en compte, notamment à la lumière de ce qu'ont rapporté Max Blumenthal et Anya Parampil, que vous avez d'ailleurs eu la gentillesse d'afficher à l'écran tout à l'heure. Ensuite, il y a le dossier circonstanciel. Là, il s'agit de politique. Voici ce que nous pouvons commenter avec certitude. Nous pouvons parler des éléments circonstanciels, des preuves circonstancielles, de l'inférence selon laquelle Charlie Kirk, il était clairement un sioniste convaincu dès le départ, mais il hésitait sur la question israélienne, surtout au cours des 6 ou 8 dernières semaines. D'accord? Pourquoi cela? Vous avez vu plusieurs personnes rompre les rangs au sein de MAGA, Tucker Carlson, Megyn Kelly, Charlie Kirk, poser des questions. Peut-être aborder la question israélienne de manière un peu plus objective. D'accord? Et cela va certainement susciter beaucoup d'interrogations. Pourquoi? Parce que si vous regardez la classe des donateurs qui a injecté de l'argent dans Turning Point USA, on parle de Charlie Kirk qui n'était pas simplement un podcasteur obscur. Charlie Kirk was not just some obscure podcaster. C'est une organisation dont les revenus dépassent les 100 millions de dollars en 2024. Je ne sais pas pour 2025. Ils n'ont pas encore déposé leur dossier en tant qu'organisation à but non lucratif. Mais Turning Point USA est une organisation massive. Un comité d'action politique sous couvert d'une association à but non lucratif, avec une branche médiatique, une branche événementielle, et ils sont une force dans la politique américaine. Mais ils ne sont une force que grâce à la classe des donateurs milliardaires et multimillionnaires qui ont injecté de l'argent dans cette organisation depuis sa création en 2012. Donc il est important je vous fais simplement une analyse de réel politique ici, d'accord? Les opinions de Charlie Kirk ces dernières années sont très probablement le reflet des opinions de la classe des donateurs qui ont financé Turning Point et en ont fait la puissance politique qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Ce n'est pas une organisation de base. Elle est soutenue par les personnes les plus riches des États-Unis, des oligarques, d'accord? Et beaucoup de ces oligarques, ainsi que les fondations familiales qu'ils dirigent et qui financent Turning Point, sont aussi des sionistes convaincus, d'accord? Et certaines de ces fondations financent exclusivement des intérêts ou des causes juives, d'accord? Donc, c'est un fait. Maintenant, quand vous avez une organisation comme celle-ci et que vous recevez des millions de dollars, et en mettant de côté les allégations selon lesquelles Netanyahou aurait voulu financer Turning Point dans les derniers temps de cette situation, quand vous commencez à vous éloigner de cette question ou à hésiter sur ce sujet, c'est quelque chose de sérieux, parce que l'argent vient avec des attentes. Pas forcément avec des conditions, mais avec de fortes attentes. Vous parlez ici d'un jeu à enjeu très élevé. Et si l'on considère Turning Point comme l'organisation conservatrice, soit libertarienne, conservatrice chrétienne la plus influente, visant les 18-35 ans, c'est là que se trouve l'électorat du futur. Donc c'est dans cette direction que les États-Unis iront sur la question d'Israël, généralement dans le sens où Turning Point USA les oriente. Donc si vous êtes Israël ou le lobby israélien et que vous observez cette situation et qu'il se détourne d'Israël, même légèrement, comme le fait le mouvement MAGA, alors c'est une menace existentielle majeure pour le lobby et pour l'État d'Israël. D'accord? Maintenant, comment cela se traduirait concrètement dans le monde physique reste une question ouverte, et nous ne pouvons que spéculer. Comme Max l'a exposé, il existe ici un faisceau d'indices qui amène essentiellement à se demander « Se passe-t-il quelque chose de plus en coulisses concernant la politique de pouvoir israélienne, Charlie Kirk, Turning Point et l'administration Trump ?» Alors, à quel moment l'administration Trump a-t-elle commencé à prendre position sur Israël? L'un des éléments, c'est simplement la montée de la pression publique
qui apparaît désormais en réaction à ce génocide impie perpétré par les Israéliens avec le soutien des États-Unis, avec le soutien de Donald Trump. Le soutien inconditionnel, c'est ce qui a fracturé le mouvement MAGA. Et selon moi, le principal mécanisme dans cette discussion, c'est l'étouffement de l'affaire Epstein. C'est à ce moment-là que de plus en plus de personnes se sont détournées du MAGA au cours des 2 ou 3 derniers mois, précisément sur cette question. Il y a donc une crise en ce moment au sein de l'administration Trump. Il n'a plus le mandat fort et incontesté qu'il exerçait sur sa base lorsqu'il est arrivé au pouvoir fin janvier. La situation est très différente aujourd'hui. Et si l'on ajoute Charlie Kirk et Turning Point à cette équation, alors on comprend que cela suscite des inquiétudes pour beaucoup de gens, pas seulement aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir de la jeunesse américaine et le soutien conservateur à Israël. Et Charlie Kirk est un chrétien engagé. Donc vous savez, il y a déjà une divergence avec les conservateurs catholiques sur cette question. C'est distinct des évangéliques protestants. Certaines personnes que nous venons de mentionner sont très en vue dans le débat conservateur catholique, notamment Candace Owens, qui est une amie très proche de Charlie Kirk depuis plus de 10 ans. Il y a donc beaucoup à discuter ici, Danny, et beaucoup à examiner. Et de nombreuses questions sont à juste titre, selon moi, soulevées à ce sujet. Je pense que c'est une piste d'investigation légitime. En juillet dernier, comme le décrit l'article de Grey Zone, il y a eu ce sommet Student Action, organisé par TPUSA, un grand rassemblement auquel ont participé des personnalités comme Tucker Carlson et Megyn Kelly, où beaucoup d'entre eux ont dénoncé l'assaut d'Israël sur Gaza, le qualifiant de génocide. Ils ont également évoqué Jeffrey Epstein en tant qu'agent du renseignement israélien. Selon cette source, Charlie Kirk a d'ailleurs confirmé cela lors d'une interview avec Megyn Kelly, a déclaré qu'il subissait beaucoup de harcèlement à ce sujet de la part de ce qu'il appelait des parties prenantes. Qu'en penses-tu, Alex, au vu de ce que tu as suivi concernant cette situation et de la place que cela occupe dans le contexte mondial plus large? Eh bien, j'ai en quelque sorte pris mes distances avec Charlie Kirk, probablement au début du génocide à Gaza. Donc je ne l'ai pas suivi de près parce que je le voyais comme un apologiste d'Israël, alors qu'il n'y avait pas lieu de s'excuser. Je n'ai donc pas beaucoup suivi Charlie Kirk, mais c'est précisément là que peut-être du point de vue du lobby israélien réside le danger. Parce que si vous étiez un vrai croyant, si vous étiez un partisan engagé d'Israël, alors c'est un certain type de public que vous attiriez autour de vous, qui vous considérait comme un leader et un modèle. Et donc si vous commencez à perdre la foi, vous devenez très dangereux, car alors toutes ces personnes qui prenaient exemple sur vous, qui vous suivaient comme un troupeau, vont elles aussi commencer à perdre la foi. Et Israël est en train de perdre la jeune génération aux États-Unis. Nous le savons grâce à Alex Karp, le PDG de Palantir, qui a déclaré que s'ils perdaient ce débat intellectuel, il ne leur resterait plus rien à faire. Ils ne pourraient plus mobiliser aucune armée nulle part dans le monde. Nous savons donc que c'est extrêmement important pour eux. Le fait que Charlie Kirk perde confiance a probablement été perçu comme une menace, et peut-être que quelqu'un a décidé de tout arrêter dès le début. Était-ce les Israéliens? Je pense qu'il y a suffisamment de personnes aux États-Unis prêtes à servir les intérêts d'Israël, même si cela implique d'assassiner d'autres dirigeants. Il sera donc très difficile de savoir qui a réellement orchestré cet assassinat. J'ai vu aujourd'hui des vidéos où des gens ont analysé les images disponibles sous différents angles. Ils font en sorte que cela ressemble à un tir provenant de la foule, du côté droit de Charlie Kirk. Les hommes qui se tiennent directement derrière lui semblent avoir été,
ou pourraient avoir été, impliqués dans le complot, car ils font des mouvements étranges qui ressemblent à des signaux. Le type qu'ils ont actuellement en garde à vue est probablement un bouc émissaire. Mais il pourrait être un bouc émissaire commode, car ainsi tout pourrait être étouffé en présentant l'affaire comme celle d'un tireur isolé LGBT trans mécontent et mentalement instable, et l'histoire s'arrêterait là. Mais je pense que la piste israélienne mérite vraiment d'être explorée. Il y a eu une telle tempête autour de cette affaire, Patrick, que Benjamin Netanyahou a dû répondre lui-même à cette question lors d'une interview après l'assassinat de Charlie Kirk. Ils n'ont aucune limite. Quand on déteste les Juifs, on est prêt à dire n'importe quoi et à promouvoir toutes ces règles absurdes, vraiment absurdes. D'ailleurs, ils sont prêts à tuer à tout moment. Je veux dire, c'est ce qu'ils font. Vous savez, au fil des siècles, surtout au Moyen-Âge, l'horrible Moyen-Âge, on a dit les pires choses sur les Juifs. Des choses que vous ne pourriez même pas croire. On disait que nous empoisonnions le monde. Il existe de nombreux indices circonstanciels qui pointent vers Israël, des soupçons raisonnables que les gens ont à son égard, compte tenu de son histoire. Quelle est votre réaction à la réponse de Netanyahou? Je pense que sa réaction était complètement excessive et un peu trop précipitée aussi, avec les déclarations de son bureau, etc. J'ai l'impression qu'il en faisait un peu trop. L'argument qu'il avance ici, et il l'a fait dans une autre déclaration également, consiste à fusionner l'extrême gauche avec l'islam radical et d'une certaine manière à rendre cela responsable de l'assassinat de Charlie Kirk. Il projette donc complètement un récit spécifique sur cette situation sans aucune preuve. Évidemment, c'est irresponsable de la part d'un chef d'État, mais il s'agit d'un criminel de guerre recherché. Il est inculpé par la CPI, etc. Donc, il faut apporter cette précision, je pense, même si cela déplaît aux téléspectateurs de Fox News et aux partisans inconditionnels d'Israël. Mais c'est un fait. Donc, il en fait un peu trop, il force un peu, et ses déclarations sont un peu trop évidentes. C'est presque comme s'il essayait de manipuler la situation et d'en tirer un certain capital politique. Et je vois d'autres personnes, alliées d'Israël, faire exactement la même chose, cherchant vraiment à attiser une ambiance de guerre civile aux États-Unis. D'autres commentateurs médiatiques très en vue, y compris ceux des soi-disant médias alternatifs, qualifient carrément cela de guerre, déclarent la guerre et utilisent ce terme. Nous sommes maintenant en guerre contre l'extrême gauche. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a participé à un appel vidéo lors du Tommy Robinson, ou peu importe comment ça s'appelait, Day of Rage, Day of Freedom, ou peu importe le nom donné à Londres, et il a essentiellement laissé entendre, il insinue presque que la gauche a tué Charlie Kirk, et que la gauche est le parti du meurtre. Ce sont les mots qu'a utilisé Musk, ce qui, soyons honnêtes, est un peu irresponsable de la part de quelqu'un de son statut de faire une telle déclaration, qualifiant en gros la moitié des États-Unis de meurtriers. Il y a donc un agenda derrière tout ça. Et je me demande vraiment si ce sont ses propres pensées et paroles ou s'il se fait souffler ses idées par d'autres. Qui sait? Vous savez, il a clairement changé de discours. Je vais mentionner autre chose, que j'ai évoqué dans mon podcast dimanche. Elon Musk et Charlie Kirk s'aventuraient tous les deux dans un certain type de discussion avant le 7 octobre, quand Elon Musk a lancé cette campagne de hashtag appelée « Ban the ADL ». Vous vous souvenez de ça? Il était contrarié, ayant tout juste acheté Twitter, que l'ADL fasse pression sur ses annonceurs à cause, je cite, de l'antisémitisme sur la plateforme. Elon Musk s'est donc attaqué à la machine d'annulation de l'ADL. Il s'est également aventuré, comme Charlie Kirk à l'époque,
à dire que l'argent juif promeut le marxisme culturel en Amérique. Il existe de nombreux extraits vidéo, tout est en ligne, d'accord? Vous pouvez chercher sur X, marxisme culturel et frontières ouvertes. Elon a donc flirté avec ce discours, tout comme Charlie Kirk. Elon Musk s'est ensuite fait coincer par Ben Shapiro et le rabbin Shmuley et a été traîné à Auschwitz pour une séance d'autocritique filmée, puis emmené en Israël pour la tournée de propagande du kibbutz du 7 octobre, menée par Netanyahou lui-même. Et après cela, Elon Musk a complètement changé de position. And he is after that he's completely changed his position, and he doesn't mention October 7th. He doesn't mention. Et il ne mentionne pas le 7 octobre. Il ne mentionne pas Gaza. C'est sans doute le point géopolitique le plus important de la planète. Et Musk, depuis ce moment-là, n'en parle plus. Avant, il avait un avis. Il s'exprimait sur le sujet. On ne peut donc que conclure qu'il subit des pressions ou qu'il est contrôlé par des forces qui dépassent peut-être même son propre niveau d'influence, si cela est possible. Soyons réalistes. Je pense aussi que cela a assuré sa place dans l'administration Trump. Sa position sur cette question et son absence de commentaires publics lui ont garanti la possibilité de faire la pantomime du Doge, ce qui n'a plus lieu aujourd'hui. Il n'est plus au gouvernement, et pourtant, il continue de garder un silence total sur le sujet. Et cela consiste à soutenir Tommy Robinson, à encourager des discours racistes, suprémacistes blancs, à propager des récits ouvertement haineux, à provoquer le gouvernement sud-africain, à prétendre qu'il y a un génocide des Blancs en Afrique du Sud, à embarrasser l'administration Trump sur la scène internationale. Voilà ce que fait Musk. Est-ce que c'est normal? Que voyons-nous ici? Ce ne sont pas des politiques normales. Il se passe beaucoup de choses. Et je pense que des forces extérieures sont à l'œuvre. Certainement, le lobby israélien, le gouvernement israélien et tous ses relais ont été mobilisés afin de légitimer leur position au sein de la communauté internationale et en tant qu'alliés de l'administration Trump pour pouvoir continuer ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire exterminer la population palestinienne autochtone à Gaza et mener ouvertement une épuration ethnique totale sans aucune opposition du gouvernement américain, du gouvernement britannique, du gouvernement français ou de l'Union européenne. Et il n'y a pratiquement aucune réaction de la part des médias américains. Un peu plus maintenant. Donc, dans ce contexte, on introduit cette histoire de Charlie Kirk. C'est un jeu de pouvoir à très haut risque qui se joue ici. Charlie Kirk n'est qu'un instrument politique. Il a été utilisé comme outil politique par la classe des milliardaires avec Turning Point USA, et même après sa mort, il continue d'être utilisé par les mêmes forces comme instrument politique. C'est ce que les gens doivent comprendre. Il y a de l'argent et des intérêts puissants en jeu ici. C'est pas simplement un homme et ses opinions. C'est bien plus vaste que cela. Vous savez, Netanyahou tweetait beaucoup. Dans les 24 premières heures après le meurtre de Charlie Kirk, il a publié plusieurs fois. En fait, 4 fois. Je crois que l'un des messages a été supprimé. Et je veux juste revenir sur ce à quoi Patrick faisait référence. Ses commentaires concernant les responsables. Netanyahou s'est montré très sur la défensive et a déclaré que Kirk était un défenseur de cette civilisation judéo-chrétienne commune. Il a dit que les personnes aux extrêmes, les islamistes, les radicaux, et leur alliance avec les ultra-progressistes, parlent souvent des droits de l'homme et de la liberté d'expression, mais qu'ils utilisent la violence pour éliminer leurs ennemis, insinuant que ce sont ces forces qui en sont responsables. La violence pour éliminer des ennemis. Qui ferait ça? Je veux dire, eh bien, vous savez, ce qui est intéressant dans la réaction de Netanyahou et tous ses commentaires, c'est que d'abord, il joue déjà la carte de la victimisation. Tout le monde nous déteste. Donc, tout le monde se tourne vers ces théories du complot, complètement déraisonnables, simplement parce qu'il nous déteste. C'est tout ce qu'il y a à dire. Mais ensuite, remarquez qu'il ne nie pas,
À aucun moment il n'a dit non, nous ne sommes pas derrière l'assassinat de Charlie Kirk. Ce n'est pas nous, ce n'était pas nous. Nous n'avons rien à voir avec ça. Il n'a jamais dit une telle chose. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Et je ne comprends pas ce qui se passe avec ça. Parce que je n'ai jamais vu Benjamin Netanyahou reculer devant un mensonge. Mais pour une raison quelconque, vous savez, avec certaines de ces grandes affaires, ils doivent les assumer. Ils doivent, comment dire, il y a cette question de divulgation. On ne peut pas le nier, on ne peut pas violer la vérité au-delà d'un certain point. Alors que fait-on? Au lieu de mentir, il détourne la conversation et joue la carte de la victimisation. Mais cela n'a rien à voir avec la haine. Si vous enquêtiez sur n'importe quel crime, vous vous demanderiez qui en a les moyens, qui en a le mobile, qui en a eu l'opportunité. Et Israël apparaît comme un suspect. Il est donc tout à fait légitime que les gens en discutent.